Voilà, salut Ebi. On est en direct là sur Facebook pour faire un mini live être prof. Bonsoir à tous. C'est moi qui fais l'intervieweuse. Donc moi je suis Marie-Laure et je suis enseignante au niveau lycée dans une clinique soins-études avec des ados. Et puis à côté de ça, j'anime aussi. Enfin, je fais un peu animatrice chez être prof et c'est moi qui joue donc l'intervieweuse ce soir avec Ebi. Ça fait dit. Alors Ebi, tu vas nous dire un petit peu, on va faire un petit peu connaissance. Ça serait sympa que tu nous parles un peu de qui tu es, ton parcours. C'est parti, c'est à toi. Alors, moi, ça fait 6 ans que je suis enseignant. Ouais. Donc, j'ai exercé d'abord comme informaticien. J'ai fait des études en informatique. J'ai un master en informatique. J'ai travaillé pendant 5 ans dans ce domaine. Ensuite, j'ai eu envie de voir autre chose. Alors, je suis parti voir le monde. Et en rentrant de ce tour du monde, j'ai d'abord eu envie de monter mon entreprise en informatique. Et c'est à ce moment-là que j'ai un petit cadeau de la vie qui est arrivé, mon petit garçon. Très Et du bien. coup, j'ai décidé, plutôt que de monter mon entreprise qui prend beaucoup trop de temps, de devenir enseignant, puisque j'aime transmettre et j'aime les enfants. Mon entourage euh, m'a soumis cette idée-là avec force et entrain. J'ai soumis mon CV au rectorat fin 2013. Depuis Mhm. février 2014, je suis enseignant. Voilà. Donc, tout jeune enseignant, Oui, finalement. Ouais, oui. avec des expériences derrière différentes et c'est intéressant justement d'arriver avec un bagage un peu spécifique, un peu particulier, quoi. C'est chouette. Bon, d'accord. Alors, ce soir, on t'a proposé de t'inviter parce que tu as rencontré des gens d'être prof et puis tu leur as parlé d'une idée, de ton idée, un peu curieuse quand j'en ai entendu parler. Et c'est-à-dire, voilà, en gros, t'organises des élections sans candidat. Et je t'avoue que quand j'ai entendu parler de ça, j'ai pas bien compris tout de suite de quoi il s'agissait. Donc, il va falloir que tu nous expliques ça avec le plus de pédagogie possible pour qu'on puisse bien saisir cette belle idée. Eh ben, avec plaisir. Donc, je précise qu'en même temps donc, que je suis devenu enseignant, donc quand j'ai commencé en 2013, à peu près au même moment, je me suis intéressé à tout ce qui touche à l'intelligence collective, la gouvernance partagée, et j'ai commencé aussi à me former en communication non violente. J'ai repris beaucoup plus intensément l'année dernière, mais voilà, toutes les choses que je viens d'évoquer m'ont servi pour mener à bien cette élection sans candidat. Et donc, l'élection sans candidat, c'est un outil qui provient de la sociocratie. Donc la sociocratie, c'est un moyen d'organiser les sociétés humaines un peu différemment que le modèle pyramidal qu'on connaît aujourd'hui. Et donc Ok. l'idée générale de l'élection sans candidat, c'est que, comme son nom l'indique, on ne se porte pas candidat pour un rôle, mais c'est l'ensemble de la communauté, l'ensemble du groupe qui élit en son sein la personne qu'elle reconnaît comme étant la, la- la plus compétente à ce moment-là, en tout cas, pour remplir ses fonctions. Donc là, c'est quelque chose qui peut être utilisé, entre autres, pour changer un peu les manières de faire habituelles pour représenter la classe, choisir les délégués de la classe. Mais ça peut être dans d'autres domaines, à d'autres moments, j'imagine. Mais on peut peut-être partir de cet exemple très concret qui parle à pas mal de collègues. Tout Qu'est-ce à que tu en fait. penses? Donc, moi, j'ai commencé à l'expérimenter cette année et effectivement pour élire les délégués. Donc, moi, c'est la première fois là cette année que je suis professeur principal. J'ai Mhm. demandé à avoir cette Casquette. fonction, oui, en plus pour pouvoir justement expérimenter ces outils que j'avais découverts et que j'ai expérimenté professionnellement, associativement, citoyennement, enfin dans différents endroits. J'avais Mhm. envie aussi d'apporter ces outils que je trouve géniaux Mhm. dans la classe. Et donc, je me suis dit, ben voilà, là, en tant que professeur principal, l'élection des délégués, ça pourrait s'y prêter. Et donc, j'ai Alors, commencé effectivement avec ça. ok. Peut-être, oui, enfin, non, je te laisse faire en fait. Tu fais ça très bien. Ok. Mais Alors,
de détailler comment je l'ai fait dans ma classe. En fait, je l'ai adapté d'un outil qui existe déjà. Quand je disais que je me suis formé à l'intelligence collective, gouvernance partagée, je l'ai fait notamment avec une structure qui s'appelle l'Université du Nou. Et cette structure met à disposition sur son site internet, donc librement, en licence libre, différents process qu'elle utilise. Et donc là, pour donner une vision générale, j'aimerais partager ce document à l'écran. Et après, je vais préciser comment est-ce que moi, je l'ai adapté dans mon cas. Ok, donc c'est celui que j'ai Voilà. moi. Donc, je vais le faire monter. Est-ce que tu le vois? Le voilà. Oui. Alors, est-ce que je te laisse faire la suite? Oui. Ouais. Ok. Donc, là, je donne une vision globale du document. Donc, il y a plusieurs étapes. Là, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Elles sont mises sous forme de spirale. Donc, je vais zoomer pour que ça soit lisible. Ouais, parce que là, c'est très petit et je peux même, moi, disparaître de l'écran le temps pour qu'il y ait plus de place. C'est peut-être une bonne idée, ça. On peut essayer. Ah oui, c'est peut-être plus lisible là. Donc, les 3 zéros, en fait, c'est la phase d'initialisation dans un processus d'élection sans candidat. Donc, il y a 3 étapes pour initialiser l'élection. Il y a définir la fonction, premièrement. Donc, pourquoi est-ce qu'on élit? Donc, dans notre cas, c'était simple, c'était les délégués. Définir le mandat. Donc, ça, c'est la durée et éventuellement, si ça a lieu, la rémunération, par exemple. Donc là, dans notre cas, c'est 1 an. Et définir les critères de choix. Donc là, on peut détailler un petit peu. Ça va être les gens de la communauté, du groupe, qui vont dire quelles sont les compétences, les qualités requises pour exercer ce rôle. Voilà. Ensuite, il y a la phase de vote. Donc, chacun prend un papier, on écrit « moi, je vote pour un tel ». Donc, il est possible de voter pour soi également si on estime avoir les compétences, les qualités, qu'on est motivé. Après, il y a une phase de dépouillement. Et donc, pendant le dépouillement, on annonce Martin, tu as voté pour Jacques, explique-nous pourquoi. Julie, tu as voté pour Tom, explique-nous pourquoi, etc., etc. Et donc, le dépouillement n'est pas du tout secret. Et donc, c'est complètement fait exprès. Et à ce moment-là, on demande en même temps pourquoi. Pourquoi est-ce que telle personne a voté pour telle personne? Et donc là, l'idée, c'est que tout le monde entende quelles sont les qualités qui sont reconnues chez les uns, chez les autres, pour savoir quelles qualités Martin reconnaît chez Tom, etc., etc. Et donc ça, c'est des phases absolument primordiales d'écoute, voilà, où on vient toucher comment dire, à l'empathie, reconnaître les compétences chez les uns, chez les autres, être à l'écoute de ce qui se dit, et puis comparer son jugement. Enfin, c'est vraiment extrêmement, extrêmement riche. Ensuite, on a la possibilité, ça aussi c'est assez étonnant, de reporter ses voix. Mais c'est quand on y repense, c'est dans la suite logique du process. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a entendu tout le monde expliquer pourquoi est-ce qu'il choisissait de voter pour telle ou telle personne, et ben on a l'opportunité de choisir soi-même de reporter sa voix. Parce qu'on a enrichi de ce qu'on a pu entendre, notre avis a pu évoluer. Ou pas, et c'est OK. Et enfin, quelqu'un réalise une proposition. Et dans l'esprit, c'est-à-dire qu'à l'issue du dépouillement et du report de voix, on voit à peu près les tendances qu'il y a au niveau des personnes qui ont reçu le plus de votes. Et lors de cette phase de proposition, c'est n'importe qui du groupe qui peut faire une proposition et il n'est pas obligé nécessairement de voter pour la personne qui a eu le plus de voix. C'est-à-dire qu'en son âme et conscience, en prenant ses responsabilités, à l'écoute du groupe, il peut faire un choix. Alors très souvent, ça va vers la personne qui a eu le plus de voix, mais pas nécessairement. Voilà, c'est pareil, c'est intéressant à souligner. Et après, il y a un tour on demande à la personne si elle est d'accord. On lui demande plus précisément s'il a une objection
à ce qu'elle soit élue à ce poste-là. Et ensuite, on demande à chaque membre de la communauté, sachant qu'une objection, c'est nécessairement quelque chose de, comment dire, de rationnel, d'objectif. Alors, je vais, pour cela… Alors, je me permets de t'arrêter une seconde, excuse-moi, juste parce que je suis allée un petit peu vite au départ et j'ai oublié de rappeler à ceux qui nous regardent qu'il va y avoir un replay, donc ils peuvent lâcher leur stylo pour noter ce que tu dis, ils peuvent poser des questions en direct, donc ça c'est super, voilà, c'est super important de le dire. Et puis aussi, je suis allée un petit peu vite parce que je suis pas sûre que je t'ai demandé tu enseignais à quel niveau, enfin là, tu vois, voilà. Donc juste, est-ce que tu peux rappeler, toi, tu enseignes au collège. Voilà, je suis enseignant en technologie au collège. Voilà. Et donc ça, tu l'as mis en place avec des petits, hein, avec des sixièmes, je crois. Je l'ai mis en place avec des sixièmes dans la classe dont je suis professeur principal. Voilà. Bon, excuse-moi de t'avoir interrompu, mais je crois que c'est effectivement important pour que les gens comprennent un peu. Que ça soit plus concret. Alors, on reprend. Je vais peut-être remettre en plus gros aussi pour que tout le monde puisse voir. Alors, attends, parce que là, je ne sais pas si je vais y arriver à nouveau. Est-ce que toi, tu peux regrossir parce que je ne trouve pas… Voilà. Donc, j'en étais à la phase d'objection et je voulais détailler un petit peu ce qu'était une objection. Ouais. Ce que ça n'était pas. Donc, une objection, par exemple, ce n'est pas une préférence. Donc, dans ce document-là que je vous redonnerai, qui sera rendu accessible, oui. Il y a des explications qui sont données si vous voulez vous lancer. Alors, je suis en train de gérer le Zoom. Voilà. Et donc là, voilà les critères un peu pour l'objection. Donc, une objection, c'est quelque chose qui doit être concret, précis, factuel, argumenté. Ce n'est pas dirigé contre une personne, ce n'est pas une préférence et ce n'est pas une autre proposition. Voilà. Donc ça, le rôle du facilitateur, celui qui propose le processus et qui le fait vivre, c'est important de se familiariser un petit peu avec ces différentes étapes et certaines peuvent être un peu plus subtiles, fines. Et donc là, il peut y avoir besoin un peu d'expérience, mais on en reparlera après. Alors, et je termine donc. S'il y a des objections, elles peuvent être levées. Et si l'objection est levée, la personne peut effectivement avoir ce rôle, effectivement. Donc c'est ça. Quand on dit qu'une objection est levée, ça s'appelle la bonification. Alors je vais rezoomer en même temps, je vois qu'on ne voit pas beaucoup. Voilà. Donc intelligence collective pour lever les objections une à une. Voilà. Et après ces tours d'objection et bonification, on arrive au final à attribuer le rôle à une personne. Et donc, il y a la phase de célébration. Et ces phases de célébration aussi sont importantes, puisque c'est un moment où voilà, c'est une réussite de l'ensemble du groupe d'avoir réussi à trouver à un instant T la meilleure personne, la personne qui convenait pour ce poste-là. Waouh, c'est vrai que c'est intéressant parce que ça change tellement de l'organisation habituelle des relations dans une classe et en particulier de comment on organise une élection des délégués que ça nous paraît, enfin moi ça me paraît effectivement vraiment intéressant et extrêmement original. Si on… alors, est-ce que tu peux, par rapport justement à une élection classique des délégués, finalement, ça change quoi pour les élèves et pour les profs, cette façon de faire? Est-ce que tu peux essayer de nous dire un petit peu plus là-dessus? Alors, oui, et je vais dire également ce qui s'est passé après, parce que la petite blague, c'est que légalement, on n'a pas le droit de faire ça. Et ça, je l'ai appris après. Ça fait partie de… C'est bien que tu l'aies appris après, sinon tu n'aurais peut-être pas osé te lancer. Ou je ne sais pas, je l'aurais peut-être proposé autrement, différemment. Mais en tout cas, je voulais dire en quelques mots, comment je l'ai réalisé dans ma classe. Et du coup, je vais répondre en même temps à ta question sur ce qui s'est joué pour les élèves. Donc, j'ai commencé à le décrire là, par rapport aux phases d'initialisation. Donc, définir la fonction, on a rappelé ce que c'était un délégué, on a rappelé que c'était pour 1 an. On la voit, la souris, ou pas, quand je pointe les choses? Je ne sais pas. Non, on ne voit pas la souris. D'accord. Tu peux la bouger. Donc,
on a défini la fonction, le mandat, et c'est les élèves qui ont choisi les qualités nécessaires. C'est pas moi qui les ai données. Donc, je vous en cite quelques-unes que eux m'ont citées à ce moment-là. Donc, des qualités nécessaires données par les élèves pour le rôle de délégué. Ils m'ont cité autonome, respectueux, à l'écoute, sérieux, gentillesse, être responsable, participer, aider les autres, être là pour ses camarades, être de bonne humeur, être sociable, être imaginatif. Enfin, voilà. Ils ont eux-mêmes en ont une vision assez complète et belle de ce rôle-là. Exactement. Ça fait plaisir, ouais. Ensuite, pour voter, vous avez vu que comme il y a une phase de dépouillement où on demande à chaque fois qui a voté pour qui et pourquoi, je leur ai demandé du coup de faire ça en groupe. Parce que déjà, ce process-là, en groupe de 6, enfin un groupe de 4, 6 groupes de 4, déjà, ça m'a pris un peu plus d'une heure pour le finir. Donc, si on fait parler chaque élève qui sont en train d'apprendre ce process, ça peut être très, très, très long. Donc là, c'est une adaptation que j'ai eue déjà par rapport à ce que je vous montre sur la feuille. Donc, c'est-à-dire que je leur ai demandé de se mettre par 4 et de faire cette phase de vote ensemble. Et du coup, on a dépouillé îlot par îlot. Donc, chaque îlot, il y avait un porte-parole par îlot. Et chaque groupe a pu expliquer pourquoi il votait pour telle ou telle personne. Si besoin, il y a quelqu'un qui complétait. Après, on a laissé le... Est-ce que ça s'est bien passé? Il n'y a pas eu des paroles dures, pas sympas? Non. J'étais assez étonné de leur concentration, du calme et du sérieux qu'ils mettaient là-dedans. Vraiment. C'est pas parce que tu bosses dans un étabbissement ultra select où les gamins ont l'habitude. Alors, c'est vrai que je suis dans un collège avec des... alors, ça s'appelle plus comme ça maintenant, la couche socio-professionnelle. Maintenant, on utilise un autre nom. Mais globalement, je suis dans un bassin de vie où le niveau de vie est plutôt un peu au-dessus de la moyenne. Mais c'est une classe, enfin, quelque chose que j'observe moi globalement depuis que je suis enseignant, c'est une difficulté à se concentrer, c'est valable aussi dans cette classe-là. Et pendant ce moment-là, j'ai senti un niveau de concentration qui était vraiment plus élevé que ce que j'ai d'habitude avec eux en classe ou même en vie de classe. Donc non, vraiment, il y a quelque chose dans le process qui a créé une intensité, voilà, du sens, de l'implication qui fait qu'il est vraiment présent. Parce que tous les élèves ont besoin, quel que soit l'établissement où ils sont, effectivement, de se sentir en train de vivre quelque chose d'important aussi et de différent. Donc, effectivement, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'être dans un établissement ultra protégé pour mettre ça en place. Non, je ne pense pas. Au contraire, même, ça leur donne la parole, ça leur donne de l'importance, on sent que son avis est pris en compte, ça les fait réfléchir les uns sur les autres. Et ça les met dans une posture beaucoup plus agréable. Et je reviendrai là-dessus justement par rapport à la suite de mon expérience. Donc, ils ont effectivement utilisé l'étape de report de voix. Il y a des îlots qui ont choisi collectivement de reporter leur voix. En expliquant pourquoi, et c'était très intéressant. Tout ça, c'est des étapes où ils verbalisent et ils expliquent à chaque fois à tout le monde. Et c'était passionnant. Voilà, et puis il y a un groupe qui a fait une proposition, donc ils ont pris les élèves qui avaient le plus de voix, personne n'avait d'objection, ni dans les différents îlots, ni les élèves qui ont été désignés. Donc ensuite, on est passé directement à la célébration au niveau de la classe, et il y avait une réelle joie, quelque chose vraiment de l'aboutissement qui était présent de manière très agréable. La célébration, alors comment concrètement, ça veut dire quoi à ce moment-là? La célébration, c'est extrêmement important. C'est marquer un temps pour reconnaître ce qui a été abouti. Et après, comment ça se fait? On le fait comme on veut. On peut chanter, on peut danser, on peut juste applaudir. Moi, c'est ce que je leur ai proposé de faire. Je leur ai dit, voilà, on peut se féliciter. On s'applaudit les uns les autres d'être arrivés à l'issue de ça. Mais voilà, chacun après le met comme il veut. Mais c'est vraiment important de cette étape. Oui. Importante. Alors, tu disais donc ça avait été problématique le jour où tu as compris, où tu as découvert que c'était absolument pas dans les règles de l'art, cette type de délégué. Alors, du coup, je croyais évidemment ma CPE avec qui je m'entends très bien, porte-parole, qui m'a dit, alors je suis en train de chercher en même temps, écoute, Ebi, t'es bien mignon, mais ton truc, c'est pas légal. En gros. Même si c'est super. Et depuis, je suis allé chercher. Alors, je suis en train, j'ai d'abord cherché sur le site web d'Eduscol
comment se passe l'élection des délégués. Et alors, ça existe peut-être sur Eduscol, mais c'est sur servicepublic.fr que je l'ai trouvé carrément. Et donc, dans le déroulement de l'élection, il y a écrit très clairement, les élections se déroulent à bulletin secret au scrutin uninominal à 2 tours. Oui, comme pour les élections classiques pour élire le président. Donc là, tu n'as absolument pas… Voilà, donc là, je n'étais pas dans les clous. Donc, je me suis dit, ça va être l'occasion de tester l'un puis l'autre et voir un peu comment se déroule chacun. Donc, je l'ai annoncé aux élèves, je leur ai expliqué pourquoi. Et donc, là, on est parti sur une élection classique. Donc, j'ai demandé qui veut être candidat. Et donc là, c'était difficile en termes de gestion de classe, mais c'était très rigolo à l'intérieur de moi. Je précise, c'est-à-dire qu'ils étaient tout de suite en mode ce qu'on appelle star contest, enfin en mode celui qui est le plus populaire. Donc ils étaient tous là, et moi, c'est moi, moi je suis candidat, etc., avec un tel, etc. Et donc c'était un chahut pas possible dans la classe qui était en réel contraste avec l'état de concentration que j'avais au niveau des élèves, de l'attention qu'ils avaient sur le sujet. Voilà, leur implication c'était pas du tout la même énergie. C'est très drôle, ça. Ouais. Voilà, c'était vraiment extrêmement drôle à constater, pardon. Et en termes de, je vais revenir dessus aussi un peu plus en détail, mais par rapport à la construction de la personne, à la citoyenneté, donc j'ai listé un petit peu tous les endroits où on peut évoquer la citoyenneté dans les textes de l'éducation nationale. Il y a le parcours citoyen, il y a l'éducation morale et civique, il y a le club de vie citoyenne. Enfin, il y a différents endroits où on peut être évoqué. Dans le socle de vie, dans le socle commun de connaissances aussi, c'est évoqué. Donc là, on sent vraiment que dans le processus d'élection sans candidat, il se retrouve dans cette posture responsabilisante de citoyen, de se mettre au service de la vie de la classe, de se mettre en train de réfléchir pour l'intérêt du groupe, de différencier ses opinions de celles des autres, d'arriver à mettre des mots précis sur pourquoi est-ce qu'on pense que un tel a les capacités, pourquoi lui les a, mais en fait chez l'autre il a ça en plus qui est peut-être plus utile dans ce cas-là, etc. Il y a vraiment un travail profond de considération, de réflexion, de travail. Alors que là, quand on était en mode élection unie avec un scrutin uninominal à 2 tours, c'était vraiment concours de popularité, quoi. Avec des élèves. Oui, c'est souvent comme ça que ça se passe dans la réalité. Enfin, habituellement, c'est les grandes gueules. Voilà. Et alors, ce qui est rigolo aussi, c'est les résultats. Les résultats, c'est que sur les 4 élèves qui ont été élus pour les délégués, donc les 2 titulaires et puis 2 suppléants, il y en a 3 qui sont identiques à ceux qui ont été élus avec le deuxième process. Donc, c'est intéressant à plus d'un titre. C'est-à-dire que moi, quand on entend intelligence collective, on pense souvent à quelque chose d'horizontal, de calme, de posé, etc., etc. En fait, ce que j'ai découvert en m'intéressant au sujet, c'est que l'intelligence collective, ça a toujours existé dans la nature. Un banc de poissons qui se déplace en masse, c'est une forme d'intelligence collective pour lutter contre le courant, pour être plus gros face à un prédateur, etc., etc. Donc, l'intelligence collective, c'est à partir du moment où on fait les choses à plusieurs. Donc, l'élection uninominale avec un scrutin à 2 tours, c'est une forme d'intelligence collective. Donc, ça a permis de comparer les deux. Les deux arrivent à peu près au même résultat. Par contre, ce que ça a entraîné chez les élèves dans la démarche intellectuelle, dans la posture, dans l'écoute, dans la capacité à mettre des mots sur ce qui est important, c'est pas du tout la même chose. Et donc, c'était extrêmement intéressant à se rendre compte. Sachant que j'ai eu 2… Hop, je t'ai perdu. Ah. Ça a coupé là. L'image qui est figée, voilà. Et j'ai failli pas avoir des résultats aussi proches en fait aussi. J'ai failli avoir des élèves qui étaient vraiment là, à se faire élire justement sur leur charisme, en mode je suis le plus beau, je suis le plus fort, votez pour moi. Voilà. Donc j'étais à 2 doigts
que ce soit ces élèves-là qui passent, bon, ce qui aurait pu, pourquoi pas, aussi être enrichissant pour eux, pour la classe, mais voilà, par rapport à la sérénité du groupe, à repérer en son sein qui a les compétences pour se mettre au service du groupe dans ce rôle-là, voilà, il y a quelque chose de beaucoup plus puissant, impliquant, réfléchi dans le process d'élection sans candidat. Et de toute façon, alors parce que je pense aux collègues là qui nous écoutent et qui se disent ah ben c'est sympa, mais si on n'a pas le droit de le mettre en place, à quoi ça sert de nous raconter? Et je me dis c'est déjà peut-être à mettre en place aussi pour d'autres choix, pas forcément le choix des délégués, mais les prises de décision collectives. Voilà, je pense que c'est pas mal à penser aussi dans d'autres contextes. Tout à fait, tout à fait. Alors, ça peut être effectué en doublon, comme je l'ai fait. Hein. Rien n'empêche de le faire une première fois pour les délégués et puis de le refaire classiquement pour le valider ensuite. Ça peut être fait également quand il y a des rôles à définir, par exemple pour des projets. Alors, à partir du collège, avec les 4e, 3e, on commence à faire des projets sur plusieurs semaines. Donc, ça peut avoir du sens, par exemple, de définir des postes que des élèves vont garder pendant un certain temps. Et il y a les éco-délégués. Alors, je ne sais pas si les éco-délégués, je ne sais pas si c'est défini aussi légalement comment ils doivent être élus. Je ne sais pas si c'est un scrutin uni. Alors, c'est quoi les éco-délégués? Maintenant, depuis cette année, les établissements, alors je crois que c'est au collège et au lycée, doivent définir des éco-délégués qui réfléchissent. Soit c'est 2 par classe, soit c'est 2 au niveau de l'établissement. Je crois qu'il y a une souplesse à ce niveau-là. C'est le choix de l'établissement. Et l'idée, c'est que ces élèves-là réfléchissent à toutes les problématiques liées à l'environnement et au développement durable. Alors, ah oui. Alors, j'ai une question, excuse-moi, une question de Bruno Tison. Quel est l'article de loi qui interdit le vote sans candidat? Est-ce que Alors, tu peux... Il n'y a aucun article de loi qui interdit l'élection sans candidat. Il y a juste un document officiel. Alors, c'est un lien sur servicepublic.fr que je pourrais donner après, où il y a écrit que spécifiquement pour l'élection des délégués au collège, les élections se déroulent à bulletin secret ou au scrutin uninominal à 2 tours. Donc, c'est pas que l'élection sans candidat est interdite, c'est que le mode de scrutin est défini légalement pour l'élection des délégués. Voilà. Après, moi, ce que je disais, c'est que rien n'empêche de le tester quand même, avant ou après, peu importe, dessus. Et surtout, ce que je voulais dire, c'est que ce process-là, il existe également pour définir des projets, en fait, pour choisir des projets. Oui, c'est ça. Et donc, je vais... Voilà. Donc là, le document sur lequel j'étais, vous voyez, il s'appelle élection sans candidat. Donc là, on est bien sur l'élection de personnes, de rôles, de personnes dans des rôles. Et ce process pratiquement identique peut être réalisé également pour des projets. D'accord, oui. Là, c'est-à-dire que dans les phases d'initialisation, on réfléchit à qu'est-ce que l'on souhaite élire. Donc, quel type de projet, selon quels critères, quels sont les critères du groupe, quels sont les critères pour le projet. Et ensuite, tout se déroule pareil. Eh ben, on dit un tel vote pour telle personne, on dépouille à l'oral en expliquant pourquoi. Les gens peuvent avoir l'occasion de reporter leur voix. Une personne fait une proposition. Ensuite, il y a la possibilité d'émettre des objections. Quand il y a des objections, il y a un aller-retour entre les objections et les bonifications pour essayer de lever l'ensemble des objections. Et une fois qu'on a levé toutes les objections, on arrive à la célébration. Alors, c'est un processus qui demande plus de temps qu'une élection habituelle de délégués, tout ça. Hein. Je fais l'avocat du diable. Hein. Est-ce que tu as vraiment le temps de tenter ce genre d'aventure? Est-ce que toi, qu'est-ce que tu réponds à ça? Excuse-moi, j'ai mal entendu la deuxième partie de ta question. Ce que je disais, c'est que ça prend du temps. Donc, c'est aussi un choix de ta part de prendre ce temps-là plutôt que de faire le programme, quoi, pour dire les choses rapidement. Alors, là, moi, encore une fois, j'ai fait cette élection sans candidat en tant que professeur principal. Donc, j'avais 1 heure de vie de classe qui était dédiée à ça. Après, comme je l'ai dit, j'ai débordé un petit peu, puis j'ai dû... Voilà, c'est ça.
finalement, tu as mis quoi? Une heure, il a fallu quoi? 1 heure et demie pour. Voilà, il a fallu 1 heure et demie à peu près pour faire l'ensemble du process avec des élèves qui ne connaissaient absolument pas. Évidemment, quand on fait ça avec des gens qui connaissent, ça va un peu plus vite. Mais là, ça m'a pris effectivement 1 heure et demie. Après, je pense que moi aussi, c'était la première fois que je le faisais dans ce cadre-là. Donc après, pour l'année prochaine, si je veux le refaire dans ce cadre-là ou un autre cadre, je ferai en sorte que ça tienne en moins de temps. En tout cas, ce que je peux recommander, c'est de s'exercer avant de faire ce type de process. Comme je le disais, je l'expliquais tout à l'heure, hein, moi je me suis formé auprès d'une structure qui s'appelle l'Université du Nou, et l'Université du Nou, donc, ils proposent plein de formations, et donc j'invite les gens qui sont intéressés par ce sujet à aller se former auprès d'eux. Ils ont une structure, une coopérative qui s'appelle comme humanité, humour et humilité. Voilà, c'est donc leur structure de formation. Et ils mettent, en tout cas, tous leurs outils sont décrits dans des fiches pédagogiques très claires, comme celle que je vous ai montrée. Là, elle vient de chez eux. Okay. Elles sont sous licence. On arrive au bout. Est-ce que tu peux nous dire un peu quels sont les points de vigilance qu'il faut avoir en tête pour se lancer? Alors, tu l'as dit, là, tu as commencé à dire, commençons par tenter le truc dans un autre contexte que le contexte scolaire pour un peu prendre la main. Donc ça, c'est la première chose. D'ailleurs, est-ce que tu peux, je sais pas, qu'est-ce que tu peux imaginer par rapport à ça, parce que l'élection sans candidat, à part dans l'enseignement, enfin si, est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets où on pourrait se faire la main dans la vie quotidienne? Eh bien, par exemple, un enseignant qui aurait envie de commencer, moi, donc ce que je lui suggérais, ce serait d'aller chercher donc ces fiches, de les lire en détail, et après d'essayer. Alors, si il a une idée d'élection sans candidat à faire dans son milieu proche, familial ou amical, c'est super. C'est pas forcément évident de trouver comme ça quelque chose qui a un enjeu. Hein. Si c'est juste qui va sortir la poubelle, bon, c'est pas super. Par contre, pour celui que je viens de montrer, c'est pour ça que j'ai pris le temps de le montrer, de faire une élection sans candidat, mais version projet. Ça peut être très simple. Par exemple, définir quel week-end on va se faire avec les copains, quel week-end thématique, etc., etc. On choisit les critères. Il y a un dépouillement, il y a un vote. Voilà, pour la création d'un événement collectif, ça peut être un bon moyen de le tester. Ouais. Et est-ce que ça, se lancer là-dedans, c'est aussi accepter une autre posture de l'enseignant, qui est moins hiérarchique, où c'est pas l'enseignant qui impose la façon de faire forcément. Là, on est quand même dans quelque chose d'un peu de l'ordre de la coopération, et peut-être que tous les profs se sentent pas de se lancer dans ce genre de façon de faire. Alors, c'est vrai que dans la structure de l'éducation nationale est encore très, hiérarchique. Après, dans les textes, ceux que j'ai cités entre autres, hein, sur l'EMC, enseignement moral et civique, dans le socle commun, enfin, tous les textes actuellement de l'éducation nationale qu'on trouve dans les bulletins officiels, hein, que je pourrais vous redonner, dans tous ces textes-là, il y a énormément d'éléments qui vont vers reconnaître ses émotions, l'empathie, la capacité à coopérer, la capacité à entendre l'avis d'un autre, à différencier son intérêt personnel de l'intérêt du groupe. Tout ça, tout ce que je viens de dire, c'est dans les textes de l'éducation nationale. Donc, il y a une base légale dans les textes de l'éducation nationale pour faire ça. Et donc, dès lors qu'un enseignant est intéressé par ces thématiques-là, il n'y a aucune raison. Voilà, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Après, c'est juste la posture personnelle à avoir. Et ça, c'est vrai que moi, merci de le souligner, j'ai pu travailler, moi, un peu cette posture. Alors déjà, les outils d'intelligence collective, et ça a été un de mes premiers apprentissages, c'est que une des meilleures manières d'être au service du groupe, c'est d'abord en ayant soi-même une posture personnelle qui soit, la plus construite et constructive. Et ça m'a permis de réfléchir à l'intelligence collective et de me former. Ça m'a permis de me rendre compte de l'importance de notre posture personnelle. Donc, les outils d'intelligence collective souvent permettent ça. Voilà, en étant confronté à ces processus, en étant confronté à la vie des autres, aux échanges avec les autres, et ben, on est amené à se construire, à grandir en soi.
Et l'autre élément qui m'a énormément servi pour m'asseoir dans ma posture et proposer ces éléments-là avec plus de légitimité, de force. Voilà, en étant sûr de moi et que ça passe plus simplement aux élèves sans que ça soit vécu de manière trop directive, c'est la communication non violente. Moi, c'est la communication non violente, c'est alors, je le dis avec mes mots, moi j'ai commencé à me former, après ça pourrait valoir le coup de faire un mini live là-dessus, tiens d'ailleurs, avec quelqu'un de certifié sur le sujet. Mais en fait, la communication non violente, moi ça m'a permis une meilleure connexion à moi-même et du coup une meilleure connexion aux autres, alors que ce soit les adultes ou les enfants. Et par exemple, d'ailleurs j'ai vu, je rebondis dessus, que le prochain mini live c'était sur les émotions des enseignants. Donc on est en plein cœur du sujet. Et justement la communication non violente, ça m'a permis, je suis fort, hein, je fais une pub pour le prochain mini live. Et le travail sur la communication non violente, moi ça m'a permis d'être plus maître de mes émotions. Alors, quand je dis maître, ça ne veut pas dire les taire, hein, au contraire, ça veut dire les reconnaître le plus vite possible et puis pouvoir interagir et puis danser avec ces émotions-là au service d'abord de moi-même et puis après de la classe quand je suis dans la classe. Voilà. Et puis, il y a une structure qui s'appelle Déclic CNV Éducation qui est spécialisée dans la communication non violente dans le champ éducatif. Bruno nous dit, est-ce que tu pourras donner les liens vers les ressources Éducation nationale et CNV voilà, pour ceux que ça intéresse. Super. Alors, moi, je voulais juste rajouter une chose, parce que là, il va falloir qu'on s'arrête. C'est que quand tu m'as parlé de ce sujet, la dernière, je ne sais pas quand, il y a 15 jours peut-être, quand on commençait à se rencontrer comme ça, moi, j'avais en tête les situations que j'ai connues souvent au lycée, c'est-à-dire qu'aucun élève voulait se présenter pour les élections des délégués. Et c'est quand même très problématique. Et ça se développe, enfin, ça se trouve dans beaucoup de lycées et collèges, on est souvent dans cette situation. Et je trouvais effectivement que ça permettait ton outil là, très bien, pas grave, on fait une élection sans candidat. Et même si les textes nous obligent à faire une élection classique, on peut imaginer que passer par là permet après de revenir à l'élection classique, mais on sera passé par une prise de conscience du groupe. En fait. Oui, ce qui est intéressant dans ces cas-là, quand il n'y a aucun élève qui veut se présenter, c'est que du coup, c'est pas la même chose d'être dans la posture de je me présente. Alors si on prend ce cas-là où personne veut se présenter, ils sont peut-être dans le côté contraignant, où j'ai pas envie de me montrer, ou timide. Enfin, on ne sait pas ce qui peut se jouer à ce moment-là, mais en tout cas, le fait après de réfléchir ensemble à qui a les compétences pour faire ça, du coup, c'est beaucoup plus valorisant pour la personne qui est désignée à ce moment-là. Ça veut dire, ah bah dis donc, il y a tous les élèves de la classe ou la majorité des élèves de la classe qui ont vu ça et ça en compétences, comme compétences chez moi et qui imaginent ça comme étant valorisable pour ce rôle de délégué. Donc effectivement, c'est extrêmement valorisant pour l'élève et ça peut être beaucoup plus stimulant du coup pour lui après de faire vivre ce rôle. Et puis, ça permet aussi effectivement à des élèves qui n'ont pas l'habitude de penser qu'ils ont des qualités à mettre au service du groupe, effectivement de prendre pas la place, mais oui, peut-être prendre la place des grandes gueules qui peut y avoir dans une classe et qu'on voit peut-être un peu trop et finalement ne sont pas forcément très représentatifs. Donc, c'est aussi intéressant pour ça, quoi. Tout à fait. Comme je disais, dans les élections classiques, ils peuvent être en mode star contest, en mode concours de popularité. Et là, ce processus-là a l'avantage de valoriser l'intelligence vraiment de chacun au sens noble du terme au service du groupe. Ça dépassionne les débats, ça augmente la raison de chacun. Donc, c'est extrêmement nourrissant individuellement de le vivre et pour les groupes de le vivre également. Le résultat que ça donne est extrêmement enrichissant pour chacun. Je pense que comme en termes d'expérience de vie, que ce soit par rapport à la citoyenneté ou en termes de construction de la personne, c'est extrêmement riche. Ouais. Bon, c'est super. Écoute, moi j'ai vraiment apprécié découvrir ça avec toi. Je pense que il y a Zori qui nous dit des îles Canaries, elle nous fait un coucou et est ravie de pouvoir écouter ce que tu as raconté sur ce sujet-là. Merci beaucoup, Ebi. Et puis on aura peut-être l'occasion de faire une nouvelle émission sur la suite. Je sais pas. Tu vois. Merci beaucoup. Au revoir. Avec plaisir. Bonne soirée à tous.